Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là à l'ANSM pour bénéficier de témoignages d'entrepreneurs et porteurs de projets dans le domaine de l'innovation santé sur justement ces fortes ambitions du guichet Innovation Orientation. Alors il y a de ça plus de 2 ans maintenant, le guichet Innovation Orientation a été lancé. France Biotech s'est évidemment réjoui de l'arrivée de ce guichet Innovation Orientation. Réjoui parce que on sait très bien que les exigences réglementaires sont nombreuses, que ce soit dans le dispositif médical, que ce soit dans le médicament, que ce soit dans le numérique en santé. Et pour les entrepreneurs, c'est extrêmement précieux d'avoir ce guichet innovation orientation disponible pour justement, et j'entendais ce passage d'étape qui est extrêmement important, et de pouvoir bénéficier du regard d'experts à certaines étapes du développement de ces innovations, est pour moi un excellent vecteur d'attractivité, de compétitivité pour la France et pour les entrepreneurs de ce secteur. Donc je suis vraiment ravi aujourd'hui d'accueillir avec nous sur cette table ronde Caroline Durand, qui est cofondatrice et directrice du développement IlShape. Elle nous parlera de son innovation. Également ravi d'accueillir Caroline Soufflet, qui est responsable des affaires cliniques de la société Uromems. Ravi aussi d'accueillir Olivier Blin, président du comité exécutif de Tafalgi. Il nous parlera là donc d'un candidat médicament. Et puis à distance, qui sont connectés avec nous, le docteur Lionel Fèvre de l'unité de thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Louis, et également Marie Pirotet, qui est la présidente de BioSensi. Donc merci vraiment d'être là avec nous. Camille, tu voulais... Non, c'est bon? Ok, on peut démarrer alors. Merci, désolé. Donc on va commencer par vous, Caroline, sur IlShape, et je propose qu'on fasse de cette façon-là un tour de table pour que chacun présente succinctement l'innovation qu'il porte, son stade de développement, évidemment stade de développement réglementaire, et puis ensuite, dans un second temps, on passera vraiment sur les enjeux d'interaction avec les autorités réglementaires et ce qu'on peut attendre quand on est un porteur de projet du guichet Innovation Orientation. Merci Franck. Donc IlShape, nous sommes une jeune société française et nous développons une prothèse mammaire résorbable, qui est un dispositif médical de classe 3 que nous fabriquons par impression 3D dans le but de venir régénérer de façon naturelle et simple les tissus des femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein. Nous en sommes au stade de développement préclinique. Donc nous finalisons de figer notre procédé de développement. Nous avons fait des premières étapes de preuve de concept, bien sûr. Nous commençons les études de biocompatibilité. Et donc nous allons bientôt nous positionner pour interagir avec la NSM dans le cadre du GIO. Merci beaucoup. On va passer à distance avec le docteur Lionel Fèvre, qui là représente la sphère académique, et c'est aussi extrêmement intéressant de pouvoir avoir l'avis d'une personne venant de l'académique et qui utilise aussi le guichet innovation orientation avant que l'innovation passe dans la sphère privée. Donc la parole est à vous. Donc sur la présentation de l'innovation que vous portez et son stade de développement. Merci pour la prise de parole. Donc en fait, le projet que nous portons, avec une équipe très transversale, avec des chirurgiens, des pharmaciens, des ingénieurs, des chercheurs, c'est donc un oesophage dépolarisé, c'est un tissu issu d'un donneur d'organes. Et donc on a développé l'ensemble du procédé qui permet de décellulariser cet oesophage pour pouvoir l'implanter en greffe orthotique dans une indication de remplacement de l'oesophage dans le cas d'atrésie, de sténose de l'œsophage inférieur à 5 cm. Que nous avons en phase de constitution du dossier de demande des techniques. Nous avons déjà donné et nous avons consulté le GIO pour confirmer le statut réglementaire, pas forcément évident d'un premier abord, et pour confirmer que nos données techniques et le design de notre code étaient, on va dire, cohérents. Voilà.
Merci beaucoup. Vous avez anticipé la deuxième question, c'est pas grave. Caroline Soufflet, de la société Euromems, si vous pouvez nous dire l'origine un petit peu du projet, où vous en êtes. Oui, absolument. Alors, Euromems développe un sphincter urinaire artificiel, dispositif actif qui est destiné à traiter l'incontinence urinaire d'effort. Et on est donc une société française et on est rentré en phase clinique l'été dernier. Donc, on a nos premiers patients sous investigation actuellement. Merci beaucoup. Marie Pirotet, qui nous suit à distance également, si vous pouvez nous faire un point sur l'innovation. Là, on est dans le domaine du digital, l'origine du projet et où vous en êtes actuellement, notamment dans les interactions réglementaires. Bonjour, donc BioSensi développe une solution de télésurveillance pour les insuffisants respiratoires. Donc nous sommes déjà un dispositif médical de classe 2A depuis fin 2019 et sur le marché depuis début 2020. Par contre, on est en train de développer la partie prédictive pour pouvoir prédire les exacerbations des patients BPCO. Et là, on est en train de faire la validation à travers notre étude clinique pour obtenir justement un certificat ADM. Merci beaucoup Marie. Et enfin, professeur Olivier Blin, sur ce candidat médicament, si vous pouvez nous donner un petit peu quelques éléments de contexte, d'où vient la technologie et où vous en êtes. Merci Franck, merci à la NSM bien sûr pour cette invitation. Donc Tafalgide Thérapeutique, c'est une société de biotechnologie française qui est une spin-off du CNRS et d'Aix-Marseille Université et qui donc développe un candidat médicament dans le domaine de la douleur, les douleurs sévères, réfractaires, les douleurs des neuropathies chroniques, sans oublier, pour ceux qui me connaissent par ailleurs, pour les maladies rares, et en particulier en pédiatrie. Mais l'intérêt, c'est d'être justement au moment où on va passer, où on est en train de passer des phases de développement réglementaire, préclinique, à l'étude clinique. Et dans un délai de 12 mois, on sera maintenant en clinique. Merci beaucoup Olivier. Caroline Durand, on va revenir par rapport au projet de ce dispositif médical de bioprothèse. Finalement, cette société aujourd'hui est très visible avec des beaux investisseurs qui sont venus en fin d'année dernière, donc félicitations pour tout ça, des très belles perspectives de développement. Et donc, évidemment, votre présence ici est extrêmement importante pour le témoignage d'une entreprise de cette nature, pour savoir effectivement comment vous envisagez justement cette interaction. Je trouve que, en tout cas, on a cette chance d'avoir quelque part un partenariat assez unique entre les autorités sanitaires et l'Agence du médicament et les entreprises. Et donc savoir comment vous voyez les choses à votre stade, quels sont les enjeux pour vous justement de cette interaction, et évidemment d'avoir aussi, et je pense que c'est important dans la mesure où on est appelé à témoigner, de savoir ce que vous attendriez dans un monde idéal de ce guichet innovation-orientation. Merci Franck. Donc effectivement, dans le développement d'ILShape, on a identifié le GIO comme une étape à différents stades du développement du projet. Donc c'est clairement sur notre roadmap pour, dans un premier temps, venir vous présenter notre plan de développement préclinique, notamment les dernières étapes précliniques d'implantation chez les gros animaux pour pouvoir prédire derrière le passage chez la femme en clinique. Et donc vous montrer ce plan de développement-là. Donc on a cette première rencontre qu'on souhaiterait faire. Une deuxième rencontre, ce serait avant la soumission de l'essai clinique pour faire une rencontre de pré-soumission pour venir discuter plus précisément là, du design de l'étude clinique. Donc effectivement, on a vraiment déjà identifié le GIO dans notre roadmap. C'est quelque chose qui a été présenté aux investisseurs et donc c'est vraiment des étapes également qu'ils souhaitent voir derrière. Et c'est vraiment important dans la valorisation du projet de montrer qu'on discute avec les autorités. Donc vous expliquiez tout à l'heure que vous rendez à la fin des avis et donc des comptes rendus. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment important pour nous d'avoir ces comptes rendus, pas seulement le compte rendu pris par le porteur projet, mais vraiment l'avis rendu par l'agence,
on peut vraiment valoriser ça dans le cadre des levées de fonds, mais également des partenariats qu'on peut faire pour développer plus en amont nos innovations avec des plus gros, ou encore également auprès des autorités de santé des autres pays, puisque quand on va aller demander des demandes d'essais cliniques dans d'autres pays, y compris aux US, ils nous demandent toujours les rapports des rencontres faites nationalement. Donc c'est vraiment un point important. Donc on envisage ces avis scientifiques. Après, on aurait pu aussi peut-être faire une rencontre plus précoce. On n'a peut-être pas osé venir faire une rencontre en tout début de projet. Alors la qualification de notre DM, puisqu'il était implantable, nous paraissait assez évidente, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire une rencontre dans un cadre peut-être moins officiel que l'avis scientifique, mais on aurait peut-être pu envisager une rencontre plus en amont. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir des discussions très précoces. C'est intéressant. Qu'est-ce qui a freiné, selon vous, en interne chez HealthShape, le fait de venir un peu plus tôt? Alors, on se sentait pas, on n'était pas prêt au niveau des données qu'on avait comme preuve de concept, et notamment, on est sur un DM implantable, dégradable, avec des phases assez longues de résorption des matériaux. Le procédé n'était pas encore figé, donc peut-être qu'on se sentait pas encore assez mûr pour vraiment justifier correctement nos réponses aux questions. Donc peut-être qu'on pensait que c'était pas assez adapté pour le GIO. Donc peut-être que là, j'ai entendu quand même que peut-être on se trompait, parce que ça pouvait être intéressant de venir discuter de façon précoce. Mais voilà, peut-être qu'on aurait pu bénéficier d'une interaction peut-être un peu moins formelle que l'avis scientifique, peut-être une petite rencontre un peu moins formelle, et voilà, pour venir présenter le projet vraiment en amont. Et sur le design clinique, puisque ça va être une étape clé pour vous, j'entends tiers de confiance. Effectivement, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, c'est-à-dire de pouvoir apporter un document dans sa data room qui est en fait un avis quelque part d'une autorité réglementaire, en disant qu'effectivement, sur la base, en tout cas, des éléments que l'agence disposait à ce moment-là, ils ont été capables de nous dire si le design était conforme, si en tout cas il répondait à un certain nombre de critères. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un énorme levier sur lequel les entrepreneurs doivent absolument se mobiliser pour solliciter le guichet. Vous pensez que ça va être l'approche va être de venir avec différents designs, c'en est un arrêté, et celui-là a été déjà balisé par des KOL, comment vous imaginez un peu cette interaction, sans rentrer évidemment dans le détail de secret de la société, mais peut-être voir un peu comment vous envisagez ça. Alors, ce serait pas forcément venir avec différents designs, plutôt venir avec des hypothèses bien documentées, bien sûr, sur la taille de la cohorte, le nombre d'études et l'enchaînement d'études, bien discuter également les endpoints qui pourront permettre de passer à la phase suivante et d'avoir les revendications que l'on souhaite avoir. Non, c'est plutôt venir avec des propositions bien étayées sur la base des résultats qu'on aura eu en préclinique, sur la base de calculs statistiques, voilà, pour avoir déjà des réponses bien formulées, et puis venir chercher quelque part l'expertise, et puis se rassurer et avoir le point de vue de la NSM. J'ai entendu également les avis parallèles avec d'autres autorités. C'est vrai que ça me paraît vraiment très, très intéressant, en effet, de pouvoir avoir des retours un peu complémentaires et consolidés de différentes agences nationales. Ça, je trouve que c'est également un très bon point. Et puis, aussi, oui, par rapport aux retours écrits et par rapport aux rencontres qu'on peut faire en face à face ou en visio, on pensait aussi que peut-être sur des questions qui peuvent vous paraître, où les réponses sont suffisamment étayées et finalement les réponses sont assez simples, peut-être qu'on pourra avoir des retours par écrit. Et puis par contre, pour les questions qui là vous semblent vraiment plus importantes à discuter, à challenger ou à retravailler même en amont de la rencontre, peut-être qu'on pourrait statuer sur ces points-là en amont, avoir un retour en amont de la rencontre pour, lors de la rencontre, vraiment cibler sur ces points-là qui paraissent être des points nécessitant plus de discussion et de travail. Merci beaucoup, Caroline. Lionel, on va vous laisser la parole sur le même sujet. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez bien, ça passait pas super. Oui, c'est bon.
Oui, oui, là j'ai changé la connexion. Ça marche bien, ok. Mieux, là ouais, nickel. Merci beaucoup. Donc là, l'idée, c'était... alors, on n'a pas tout entendu, donc ça va nous permettre de réentendre parce que vous abordiez déjà la deuxième partie qui était l'enjeu pour vous de cette interaction. D'abord, par rapport au stade de développement de l'innovation, est-ce qu'il y a déjà eu des interactions et quelles ont été la nature de ces interactions? Et si l'interaction a été productive, qu'est-ce que vous en avez tiré et où vous en êtes aujourd'hui? Alors oui, comme je disais, on a eu une interaction avec le GIO qui était finalement assez tardive. On avait quasiment finalisé l'ensemble des données précliniques et on avait même commencé à rédiger le protocole, faire une demande de PHRT nationale. Donc on l'a fait assez tardivement. Pourquoi? Parce que on était un peu sur la défensive dans le sens où on ne savait pas trop comment allait être pris finalement cette approche, ce traitement, qui est largement innovant et assez compliqué à mettre Enfin, on a eu en tout cas des retours sur le PHRT qui étaient très compliqués sur le plan. Et puis avec des données précliniques qui étaient aussi modérées, ça reste des modèles animaux qui sont assez compliqués à manager. Et du coup, on avait un peu peur finalement des retours qu'on aurait pu avoir sur cette consultation. Et finalement, on a choisi d'être très transparent, de mettre absolument l'ensemble de nos données de manière intégrale. Et les interactions se sont finalement très bien déroulées. Ça nous a apporté énormément parce que ça a répondu à des questions et on a pu se dire, bah voilà, on a bien choisi le statut réglementaire, par exemple. On n'a pas besoin de refaire des animaux parce que c'est suffisamment étoffé comme cela. Ça a permis aussi d'apporter des éléments d'appuyer notre dossier de PHRT pour obtenir l'argent et pouvoir monter les techniques. Donc finalement, ça a été très très positif dans la globalité sur le projet. Et finalement, toutes les discussions qu'il y a eu, même en dehors des questions, ça permet aussi de faire évoluer d'autres points qu'on n'avait pas forcément vus. On était focalisé sur certains aspects problématiques pour nous, et finalement, les discussions ont amené, soulevé des problématiques qui étaient aussi importantes et qui allaient être évaluées dans le dossier après des techniques. Donc finalement, ça nous a permis de réfléchir avant. Et on n'a toujours pas déposé le dossier des techniques, on est en cours d'écriture, mais c'est des questions qui sont en cours de finalisation. Voilà, je pense sans rentrer dans les détails, vous pouvez témoigner justement de choses que vous n'aviez pas forcément dans le radar au moment des questions et qui sont ressorties justement de cette interaction? Oui, alors c'est souvent des argumentations sur le management des effets indésirables. Parce que, comme je vous ai dit, on a sur un remplacement d'œsophage circonférentiel de 5 cm. Et pas forcément, on n'a pas beaucoup de bibliographie là-dessus. Donc, on se base beaucoup sur nos données précliniques. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un travail de réflexion à amener sur comment les manager ces effets indésirables pour essayer de se dire qu'on a des protocoles qui nous permettent de résoudre ces problèmes ou de sortir le patient et d'utiliser la technique, on va dire, de référence chirurgicale pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau du patient. Ça a été un des points. Après, il y en a eu d'autres, notamment sur les données, la présentation des données sur leur complétude, etc., où on avait une vision très scientifique. Et ça nous a aidé en fait à présenter de manière finalement plus réglementaire et de justifier finalement l'approche qu'on avait et le management de l'essai clinique et son design dans sa globalité. Alors j'ai un exemple typique, c'est la durée. On a une pause de stent au moment où on fait le remplacement, un stent œsophagien, et c'est sur cette durée on devait justement, on doit encore réfléchir à finalement est-ce qu'il faut le mettre 3 mois, 4 mois, etc. C'est plein de questions qui ont été soulevées et qui sont encore en cours de discussion avec l'équipe chirurgicale, avec plusieurs spécialistes. Merci beaucoup. Et le PHRC, vous l'avez obtenu? Oui, on l'a obtenu. Ouais. Bravo. On l'a obtenu. Félicitations. Donc ça va permettre d'avancer. C'est top. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage super riche. Caroline Soufflet, donc côté Uromems,
technologie de rupture, là encore, sur un DM implantable, avec des forts enjeux, besoins médicaux à couvrir. Donc là aussi, si vous pouvez nous donner un petit peu votre vision de cette interaction réglementaire et de l'opportunité que ça représente sur le territoire français d'avoir ce guichet innovation-orientation. Absolument. Alors, on a eu l'occasion de faire appel 2 fois au GIO, une fois il y a quelques années sous l'ancien format. Donc là, je vais plutôt focaliser sur la deuxième fois qui est assez récente puisque c'était courant 2022. Et on a consulté le GIO pour un avis technico-réglementaire dans le cadre de la préparation de notre demande d'autorisation de notre étude de première implantation chez l'homme. Il y avait quelques points bien précis dans les aspects précliniques, en particulier évaluation biologique, caractérisation chimique, sur lesquels il n'y a pas de consensus entre les laboratoires, les experts, et donc on savait ces points susceptibles de ne pas correspondre forcément aux attentes de la NSM. Et donc on a voulu pouvoir confirmer avec le GIO que la stratégie qu'on avait mise en place pouvait répondre à leurs attentes ou pouvait ne pas leur répondre. Mais voilà, on voulait vraiment aborder ce point-là pour être sûr ou avoir en tout cas la plus grande certitude possible que notre dossier de demande d'autorisation répondait aux attentes de la NSM sur ces points. Et en l'occurrence, en pratique, les réponses ont été... ça a clarifié, ça a permis de lever effectivement un certain nombre d'hypothèses. On a pu savoir que certaines choses étaient les bons choix, d'autres n'étaient pas forcément ce qui était attendu. Le point qui pouvait être un peu difficile quelquefois, c'est de se dire, voilà, on ne répond pas forcément aux attentes, mais on ne sait pas forcément non plus en quoi on ne répond pas aux attentes. Donc c'est aussi quelque chose, voilà, à nous, fabricants, avec nos partenaires, d'essayer de trouver les interprétations et les points qui pourront répondre et soulever les éventuelles ambiguïtés. Néanmoins, on a eu vraiment des discussions très fructueuses qui nous ont permis de clarifier au maximum les interrogations qu'il nous restait. À chaque fois, on se retrouve quand même dans une dimension où on a l'impression qu'on essuie les plâtres à chaque fois, et je trouve que c'est cette vision un peu de co-construction, c'est-à-dire de venir avec un certain nombre de données, de les partager avec les autorités et de voir effectivement les trous dans la raquette et de voir quel est le meilleur chemin. Enfin, je trouve ça quand même assez remarquable. Absolument. Alors effectivement, on essuie peut-être les plâtres dans une première étape, mais ça nous permet d'apprendre pour les étapes suivantes, puisque voilà, là on vient de rentrer en phase clinique, donc on est en phase pilote, on aura les phases suivantes pivot, donc on doit construire tout ça, et d'avoir déjà eu tous ces échanges, tous ces retours, nous permettent aussi de nous orienter dans une direction qui sera voilà, sûre tant pour les patients que pour le produit et donc la société ensuite. Merci beaucoup Caroline. Marie, on va passer à vous. Donc là, on passe sur un autre domaine, les thérapies digitales, donc le numérique en santé. Marie, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Super, merci beaucoup. Donc là, pareil, hein, c'est vraiment de voir pour une thérapie digitale, et je pense qu'on a des projets sans doute en face de nous qui vont vouloir justement bénéficier de cette interaction et de dérisquer leur projet, leur plan de développement avec une co-construction avec le GIO. Vous pouvez un peu là-dessus nous témoigner comment vous voyez les interactions avec les autorités sanitaires et en particulier la NSM ? En fait, nous, comme on a la classe 2A et qu'on monitor les signes vitaux, taux d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, fréquence respiratoire, la démarche est assez simple d'un point de vue réglementaire puisque on a un risque moindre. Et en fait, nous, initialement, on n'a pas utilisé le GIO qui n'existait pas de toute façon quand on était à cette étape-là. Là où c'est un peu plus compliqué pour nous aujourd'hui, c'est avec cette brique d'intelligence artificielle et nos algorithmes, comment les valider. Et surtout, là où on a eu un écueil, en fait, c'est on a des études cliniques qui valident nos algorithmes, mais ces études ne sont pas pour la partie réglementaire, elles ne sont pas réutilisables par la suite, par exemple auprès de la HAS, qui veut un bras de contrôle exactement dans la même étude, etc. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des ponts en fait entre ce qui est pré-réglementaire avec la NSM et la HAS derrière, ce qui faciliterait peut-être, qui réduirait aussi les coûts pour des structures comme les nôtres en fait.
Très clair, merci beaucoup. Olivier, on passe sur candidat médicaments dans les douleurs, besoin médical aussi là énorme, rupture technologique dans le domaine. Pour vous, justement, les étapes à venir vont nécessiter des interactions fortes pour pouvoir valider les plans de développement. Je vous laisse nous dire un peu comment vous voyez les choses. Très volontiers. Je pense que si on reprend à l'origine, on part d'une découverte d'une équipe CNRS Aix-Marseille Université, celle d'Aziz Mokrich, qui met en évidence une nouvelle protéine dans la régulation de la douleur. Et toute la question à ce moment-là, c'est de dire comment passer d'un système de régulation à un médicament. Et donc on a, dans la société Tafalgi, trouvé des polypeptides qui permettent d'adresser les mêmes cibles. Et l'avantage, c'est que ce ne sont pas des opiacés. Mais on est aussi des premiers dans la classe. Et donc, quand on est premier de la classe, bon, c'est flatteur, mais on se pose évidemment des questions. Et c'est là où le GIO nous a extrêmement aidés. Pour dire, comment va-t-on faire? Est-ce que les modèles précliniques que nous avons développés en interne et qui montrent une efficacité absolument extraordinaire des polypeptides, est-ce que ces modèles sont les bons? Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme translationnels? Est-ce que le plan de développement préclinique que l'on a envisagé correspond aux attentes et vont nous permettre, ces résultats sont aussi favorables que ce qu'on l'espère, et ce qu'aujourd'hui on a quasiment, pour nous permettre de rentrer rapidement en phase 1. Et puis, comme c'est à la fois un non-opioïde, mais d'une nouvelle classe dans le domaine de la douleur, comment dérisquer le fait que, agissant sur le système nerveux, on puisse avoir un doute à un moment ou un régulateur sur le potentiel addictif. Donc on a des résultats chez l'animal qui montrent qu'il n'y a pas de potentiel addictif, mais on voulait justement discuter avec le GIO de est-ce que ce package-là est suffisant pour être suffisamment serein pour avancer chez le volontaire sain et ensuite en phase 2 directement et rapidement. Donc c'est pour ça que bon, moi je suis un fan du GIO. Hein, je le dis, non mais c'est vrai, il y en a qui, je les vois sourire. Non. Je suis un fan du GIO. Travailler avec Caroline Aurich, c'est toujours un plaisir. Et avec l'équipe, l'ensemble des résultats que l'on peut avoir dans le compte-rendu nous permet vraiment d'avancer. Et quand on part comme ça d'un projet qui est un modèle de collaboration publique-privée, ça nous permet vraiment, comme on l'entendait tout à l'heure, de dérisquer les différentes étapes et d'avancer. Et juste pour terminer, je dirais, j'ai 2 points. Le premier point, c'est que dans une société, le besoin de financement, bon, on n'en parle jamais, mais quand même, c'est quelque chose qui est important. Donc, Tafalgi Thérapeutique, on a sécurisé les financements jusqu'à la phase 2. Donc, mais c'est aussi important de valider avec les autorités le fait que ce que l'on a prévu dans ces financements-là va être suffisant pour avancer de la façon dont on l'a prévu. Donc ça, c'est très intéressant, et puis c'est tout à fait rassurant, bien sûr, pour les investisseurs. Et le deuxième point, et là encore, je voudrais remercier le GIO, c'est le lien avec l'Europe. Ces produits-là sont forcément en enregistrement centralisé, et donc l'ANSM, c'est parfait, mais d'avoir tout de suite l'ascenseur vers l'Europe, c'est quelque chose qui est encore plus fabuleux. Et ça a été fait directement par l'ANSM, par le GIO, dans le cadre de Tafalgi, puisqu'on est déjà en contact avec le guichet SME de l'Europe. On attend d'avoir un petit peu avancé pour déposer un projet Prime, de manière à avancer encore plus vite pour ce besoin médical non rempli. Je rappelle, des antalgiques puissants, non opiacés, sans addiction, aujourd'hui, c'est ce dont tout le monde rêve. Merci beaucoup. Peut-être, sauf s'il y a déjà des questions. Pas de questions pour l'instant. Moi, j'en avais au-delà de ça. Je pense que on est reçu ici. On a préparé ensemble cette table ronde. Moi, j'avais, en interrogeant un certain nombre d'entrepreneurs, il y a aussi un certain nombre de craintes. On les a effleurées. La question de venir à quel moment et de se dire que c'est quelque part un peu engageant alors qu'on n'a peut-être pas toute la matière. La crainte des délais, la crainte, comme je dis, de la réponse entre guillemets engageante, même si ça l'est pas, et derrière finalement que ce soit opposable dans le cas d'une due diligence, qu'elle soit investisseur ou industrielle. Là-dessus, je suis assez preneur de vos avis, également du tien, Camille, sur ce sujet, pour rassurer les entrepreneurs sur cet aspect-là. On a entendu aussi, je pense que Élise qui est là, j'espère en tout cas nous rassurera sur le fait que
on a besoin de ce continuum entre le régulateur, l'évaluateur et le payeur. On l'a toujours dit, hein, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est essentiel. Comment faire en sorte d'élargir, d'enrichir ce guichet innovation-orientation de quelque chose qui permet aux entrepreneurs de prédire à la fois évidemment son plan de développement, mais aussi la nécessité, enfin, qu'est-ce qui va être absolument nécessaire pour l'évaluateur pour pouvoir se positionner sur l'apport médical. Ici, on est en train de parler du rapport efficacité-sécurité et des enjeux de cette nature et d'un plan de développement qui va pouvoir se tenir d'un point de vue réglementaire. Donc là, je suis assez. Si on peut faire un petit tour de table là-dessus, sur voilà, enfin, comment un entrepreneur vit cela, comment un académique vit cela également. Caroline, on commence par vous. Alors sur les craintes, pour revenir un petit peu sur les craintes, c'est pas du tout la crainte de l'agence, ou en tout cas dans ma société, on a déjà eu l'occasion pour d'autres projets de faire appel à des avis scientifiques avec Madame Auriche hors formule GIO, et donc ça a toujours été des accompagnements vraiment bénéfiques, et on a toujours pu bien capitaliser sur les retours qu'on a obtenus, quel que soit le stade de développement. La crainte de venir trop en amont, c'était aussi quelque part la crainte d'utiliser une cartouche qu'on n'allait peut-être pas pouvoir réutiliser 6 mois après. Donc ça fait partie des questions que je me pose, effectivement. Est-ce qu'on peut solliciter de façon précoce, mais aussi de façon assez fréquente le GIO? Vous parliez, professeur Blin, du Prime. J'ai eu aussi l'occasion, pour un autre projet, de bénéficier du Prime à l'Europe. Et c'est vrai que là, on a vraiment un accompagnement fréquent, avec des possibilités d'interaction via des questions-réponses, avec un contact personne qui nous est attribué dès l'obtention du Prime. Et donc c'est vrai que ça, c'est très facile du coup d'interagir avec l'Europe dans ce cadre-là. Je me demandais également si avec le GIO, on peut interagir de façon régulière, ou est-ce qu'il y a un certain délai entre deux consultations? Je suppose que je dois répondre maintenant. Donc je ne savais pas que je participais à la table ronde, donc je découvre. Désolé. Donc vous pouvez venir nous voir de façon précoce et vous pouvez venir nous voir plusieurs fois, ce n'est pas un problème. Ce que vous me présentez n'est pas engageant pour vous non plus. Donc vous avez le droit de vous tromper, de recommencer. Voilà, on est là pour travailler ensemble pour que ça aboutisse. Merci beaucoup. Lionel, là-dessus, un point que vous souhaitez aborder? Moi, je pense que l'approche du professeur Blin est plutôt la bonne, et puis Madame Durand aussi. Dire qu'on peut consulter plusieurs fois, je pense que c'est bien, il faut le faire en amont. Je pense que nous, on a fait trop tard. Ça aurait pu orienter mieux certains tests précliniques, et parce que ça coûte aussi de l'argent, que ce soit académique ou privé, on a besoin d'argent, et c'est pas forcément facile de le trouver. Et finalement, d'économiser pour avoir une recherche qui est plus efficace, qui arrive plus tôt à maturité. Donc je pense que consulter le GIO plutôt une fois qu'on a les données, pour voir si, quand on a fait la maturation de ces données, des réflexions qu'on a pu avoir sur le statut réglementaire, ou même comment on envisage l'essai clinique, etc. Je pense que ça a un intérêt tout au long de la vie de cette R&D. Et je pense que si c'était à refaire, on ferait de cette manière-là. Merci beaucoup, Lionel. Il y a des délais pour, entre chaque consultation et quand il y a une consultation pour avoir une réponse? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Vous pouvez venir nous voir à 2 mois d'écart si c'est ça la question. Si vous avez une autre question on y répondra. Lorsque vous soumettez une demande, il faut attendre pour l'avis scientifique à peu près entre 2 et 3 mois pour qu'on puisse vous recevoir. Caroline, sur cet aspect, les craintes, les opportunités pour la suite? Alors les craintes, je rejoins ce que disait Caroline il y a quelques instants et auquel vous avez répondu, Camille. C'est vrai qu'on peut avoir la peur de griller une cartouche, comme disait Caroline, donc vraiment se dire est-ce que je choisis le bon moment pour venir ou pas. Et on s'aperçoit que en fait, voilà, c'est une crainte qui est non fondée, et donc on peut venir consulter le GIO autant que besoin. Des points d'amélioration, on en a cité jusque-là. Moi, je trouve déjà des points très positifs. Nous, on a eu des interlocuteurs très réactifs sur nos demandes. On était vraiment à peu de temps de soumettre notre demande d'investigation clinique. On a pu avoir une réunion et des interactions vraiment très rapidement. Donc, sur ces points, j'aimerais remercier nos interlocuteurs. Et on rejoint aussi ce qui a été cité déjà jusque-là, peut-être mettre en place un programme
qui permet, voilà, peut-être sur une sélection de dossiers, mais de pouvoir intégrer ce programme et d'avoir des points de contact réguliers sans avoir à refaire systématiquement une demande comme on le fait à chaque demande d'avis scientifique ou technico-réglementaire. Peut-être que ça faciliterait les choses tant pour les fabricants que même les personnes du GIO. Et aussi en termes de délai, puisque voilà, on est tous avec à suivre nos finances et le temps et de l'argent. Donc les investisseurs sont aussi contents quand on arrive à avancer rapidement. Et ça, sur le suivi, il y a des choses qui sont envisagées? On prend le point. Après, généralement, on suit autant que de besoin quand on nous pose des questions. Donc, il y en a plusieurs qu'on a vus plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur essai clinique, par exemple. Donc, ça s'est déjà présenté. Après, sur les modalités, il faut y réfléchir. On peut travailler ensemble. Merci beaucoup. Marie, est-ce que là-dessus, crainte, opportunité, est-ce que vous souhaitiez apporter des éléments supplémentaires? Alors des craintes, pas particulièrement. C'est pas la raison pour laquelle on n'a pas sollicité le GIO. Par contre, des attentes, effectivement, nous on a des enjeux au niveau digital sur la sécurité des données, en cyber, etc. Et pour être honnête, c'est pas forcément au GIO que j'avais pensé en premier. Donc c'est vrai que la FDA, par exemple, a des éléments très aidants pour tous les guidelines, etc. sur toute la route et le chemin tracé en fait un petit peu pour nous. Et je n'ai pas vu ça au GIO, donc c'est vrai que ce serait, je pense que ça pourrait être intéressant au niveau européen d'avoir des choses peut-être un peu plus lisibles pour nous entrepreneurs. Merci beaucoup. Olivier? Non, je dirais juste peut-être le lien avec la FDA est un point qui est bien sûr important. Alors bon, nous on a la chance d'avoir dans la société Ardem Patapoutian, c'est le prix Nobel de médecine de l'an dernier, donc ça nous aide bien sûr pour les contacts aux États-Unis, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et donc d'avoir cette possibilité de connexion et d'avoir en même temps, parce que si on revient quand même à l'objectif c'est pas de faire de la recherche. L'objectif, c'est d'avoir un produit de santé sur le marché. Et donc, forcément, ça passe par les agences. Et donc, forcément, c'est important de travailler avec les agences le plus tôt possible. Et donc, moi, je ne vois aucune réticence possible à ne pas faire appel au GIO le plus vite possible. C'est ce que j'ai fait déjà dans plusieurs occasions. Et je pense que d'être accompagné de cette façon-là, ça permet de paver le chemin qui nous permet, ou qui permettra, j'espère, à Taphagie Thérapeutique et à l'ensemble des sociétés, jusqu'au stade de mise sur le marché. Donc, moi, je dirais, voilà, c'est peut-être le seul point sur lequel j'aurais envie de pouvoir avancer plus vite, c'est la coordination avec la FDA sur certains points. Et ça, là-dessus, quels sont les points sur lesquels déjà des avancées, j'imagine, en tout cas on l'a entendu sur le lien avec l'Europe, en tout cas d'accompagner justement dans cette dimension. C'est une ambition portée par le GIO de pouvoir accompagner les porteurs dans la dimension d'interaction avec l'autorité européenne. Est-ce qu'au-delà, il y a des enjeux et de connexion avec la FDA ? Alors, les enjeux de connexion avec la FDA sont plutôt portés pour le moment par l'Agence européenne du médicament qui initie le mouvement, c'est dans son programme de travail. Je pense que ça viendra par la suite, mais ce n'est pas encore le cas pour le moment. Beaucoup. Là-dessus, peut-être là aussi, dans cette ambition d'élargir, de pérenniser et d'accélérer sur le JO, la relation que pourraient avoir les entrepreneurs dans ce cadre-là, sur une vision un peu plus continue d'anticipation des parties de développement réglementaire précoce et éventuellement de la partie proche de l'évaluation et du marché. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ça ? Rien, ok. Non, mais c'est évidemment une demande importante pour les entreprises d'anticipation de ce qui est entre un plan développement. On voit déjà de toute façon que
L'enjeu, quand on a ces témoignages avec des solutions, qu'elles soient thérapeutiques, dispositifs médicaux ou numériques, qui sont toujours à la frontière de ce que les agences connaissent ou ont déjà vu passer, et donc on a vraiment besoin là-dessus d'abaisser le risque. Mais au-delà, on voit bien que derrière la capacité à démontrer la valeur et à comprendre comment l'évaluateur et le payeur va réagir sur la qualité des données et le design même de la génération de données que les entreprises vont retenir est clé aussi pour rassurer nos investisseurs. Je pense que là, on empiète sur la future table ronde qui parlera de relations entre les différentes institutions. Parfait. Super. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a fait le tour, à moins que dans le panel, il y ait quelqu'un qui souhaite ajouter un point, mais je pense que c'était déjà très riche. Ça montre à quel point, effectivement, ce guichet innovation-orientation prend quand même en charge des situations qui sont extrêmement diversifiées, qui nécessitent une compétence extrêmement large, extrêmement forte. D'ailleurs, je me demandais comment vous faites quand on voit effectivement la diversité des solutions qui sont aujourd'hui présentes, qui intègrent des thérapies cellulaires avec l'œsophage sur de la forme allogénique, qui mixent à la fois une greffe, IlShape avec un implantable résorbable, le Uromems sur un dispositif médical implantable avec également du numérique associé, du digital avec de l'IA embarqué. Enfin voilà, comment vous faites? C'est-à-dire qu'il y a des panels d'experts que vous sollicitez? On fait appel à toutes les expertises de la NSM. Donc, nous sommes quand même nombreux à la NSM. Il y a plusieurs directions avec chacune ses spécialités. Et du coup, selon la demande, on fait appel à la direction experte qui pourra répondre mieux aux problématiques rencontrées. D'accord. Et il y a toujours ça, hein, c'est-à-dire, on mentionnait tout à l'heure, est-ce que les entrepreneurs ou porteurs de projets peuvent venir avec leurs consultants? La recommandation sur la qualité de la question, on l'a abordé tout à l'heure. Je pense que c'est important peut-être de rappeler aussi ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut apporter comme niveau d'information, est-ce que la question peut être assez large? Enfin voilà, toutes ces questions que les entrepreneurs se posent pour pouvoir adresser le guichet. On constate quand même que ceux qui viennent avec un consultant ont une demande mieux préparée et arrivent mieux à exploiter les résultats de la réunion par la suite. Donc on a quand même considéré que c'était un plus pour eux, mais après c'est libre à chacun de faire comme il le souhaite. Donc recommandation effectivement d'être accompagné, quoi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, vraiment. Moi, je suis extrêmement honoré, en tout cas, de la confiance portée pour témoigner de ce guichet innovation-orientation. On est évidemment, nous, très en soutien pour que ce guichet s'amplifie, perdure et permette à nos entrepreneurs de vraiment en bénéficier à plein. Donc, un grand merci d'avoir organisé cet événement. Merci à vous tous et merci à toi, Franck, pour ces discussions constructives et bienveillantes. Donc, on a besoin de ça pour pouvoir avancer. Donc, comme tu l'as souligné, il y a besoin d'un pont entre les différentes institutions pour pouvoir mieux travailler tous ensemble. Ce besoin de coordination et de cohérence dans les évaluations a été clairement identifié par l'ensemble de l'écosystème. Et c'est d'ailleurs l'une des missions de la nouvelle agence de l'innovation en santé, dont la directrice générale des Alters nous fait l'honneur de sa présence. Donc, dans quelques minutes, on aura la troisième table ronde qui sera modérée par le docteur Stéphane Vigneault, qui est conseiller médical auprès de la NSM et regroupera les acteurs de l'écosystème de l'innovation en santé en France.